93.1 Taxi FM. Presse cette semaine et autour de la table Fioclou à Danglenou, le patron de journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim, le patron de journal Temps Nouveau. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Ambroise Pondio du journal The Guardian et Joël Ega du journal Fraternité. Nous reviendrons sur l'actualité politique avec les discussions politiques qui se précisent chaque jour avec le comité préparatoire qui multiplie les contacts et harmonise les points de vue pour une sortie de crise réussie. On va y revenir, on posera la question sur la nécessité ou l'utilité encore de la pression de rue au moment où le dialogue s'installe. Gilles-Christ Olympio, l'opposant au régime qui a fini par émousser Cédar, vient d'annoncer qu'il se retire définitivement de la vie politique togolaise. L'entourage évoque le poids de l'âge qui empêche Gilles-Christ Olympio de peser sur la vie de son parti. On gardera de lui le combat contre le père Gnassingbé Yadema et l'union avec le fils Faure Gnassingbé. Gilles-Christ Olympio quitte la scène politique et demande à Faure Gnassingbé d'écouter le peuple et de ne pas se représenter en 2020. On va en parler, bien sûr. Sur Taxi FM, l'info roule. D'abord, les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, il y a le confrère Forum de la semaine qui titre sur la rencontre technique à Ouaga sur l'initiative de Madame Sika Kaboré, lutte contre le cancer dans l'espace Yumoa, l'état des lieux et perspectives. Vous lirez l'article dans le journal. Sokodé, au lendemain de sa visite, le président Faure Gnassingbé annonce des mesures d'apaisement. L'article est découvert dans le journal. Et puis, une école partie en fumée dans la région de la Kara. Le confrère revient sur le sujet. Les détails, c'est dans le quotidien Forum de la semaine. Le quotidien Liberté maintenant. Bientôt la fin du premier mandat de l'OTR. Les promesses sont-elles au rendez-vous? Un bilan sans complaisance s'impose, écrit notre confrère. Des conseils d'administration et de surveillance aux membres bizarres, note le journal. Crise politique, situation à Sokodé, les tweets hypocrites et l'émotion sélective de Faure Gnassingbé. Un groupe d'écrivains et d'auteurs du Togo adresse une lettre ouverte au chef de l'État. Vous lirez l'article dans le journal. Malgré le déficit de personnel, le CHU Campus se sépare d'une trentaine d'infirmiers. C'est ce que révèle ce matin notre confrère Liberté. L'article a découvert donc dans le journal. Il y a le bi-hebdomadaire L'Alternative, crise togolaise, diplomatie, Macron discute du Togo à Abidjan et Accra. Les détails sont dans le journal. Mobilisation populaire après la pause, la reprise, les FDR un an après. Le confrère revient également sur le sujet, puis sur l'importation des produits pétroliers et pillage à grande échelle qui protège le clan Adjakli. C'est l'interrogation du billet hebdomadaire L'Alternative ce matin. L'autre billet hebdomadaire, c'est l'Union pour la patrie, dans le Tchaoudjo pour lancer la FAMETA, écouter et appeler les populations au calme. Une pierre, trois coups pour Faure Gnassingbé, écrit le confrère, et le gouvernement qui prend d'importantes décisions pour apaiser Sokodé. Vous aurez des informations, plus d'informations, je vais dire, dans le billet hebdomadaire L'Union pour la patrie. Et puis en faveur des élèves et étudiants, après des années de sommeil et des réformes récentes, les championnats scolaires et universitaires, Guy Madier Lorenzo remet ça. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis dans le souci d'informer et de sensibiliser les partenaires sociaux, la Caisse nationale de sécurité sociale prend le train de l'évolution avec son portail web www.cnsstogo.tg. Les détails sont dans le journal. Et puis, ordre national de la Légion d'honneur à un Togolais, colonel Nyama Lata, décoré pour service rendu à la France et au Togo. Heureusement, est une brillante carrière. En tout cas, vous lirez les détails dans le journal L'Union pour la patrie ce matin. Lettre de la COSA Coopération Égypte-Togo, lancement de construction d'une ferme agricole moderne à Lamatessi. Les détails sont à lire dans le journal. Et puis pour plus de performance, les services en ligne de la Caisse nationale de sécurité sociale
opérationnel. Lutte contre la cybercriminalité dans l'espace entente, les ministres de la Sécurité misent sur la vidéosurveillance. Les détails à lire dans le journal. Lettre de la Causa et puis accusation de corruption en international. Les soutiens d'Idriss Déby dénoncent un acharnement. C'est dans le journal Lettre de la Causa. L'Indépendant Express, mémorandum de la coalition à Macron, départ de Faure Gnassingbé, le point d'orgue de l'opposition. Vous lirez l'article dans le journal Médiation pour le dialogue. Les choses sérieuses ont débuté hier, écrit notre confrère, qui parle ce matin aussi d'hypocrisie, de fourberie et de raillerie, Sokodé ou la consécration d'une comédie mortifère nommée Faure Gnassingbé 100 ans. C'est dans le journal. Et puis un portrait aussi d'un célèbre sculpteur d'Ivoire, Émile Mboueke, un trésor à Lomé. C'est à découvrir dans le journal L'Indépendant Express. La voix du peuple, Vos Populi, la NPE ou le royaume du tout-puissant Komlan Edmond Amoussou. Les détails sont à lire dans le journal. L'esclavage en Libye est-il différent du volontariat togolais? Conditions de vie inhumaines des volontaires nationaux au Togo. Les détails sont à lire dans le journal. 18 jours de grève sur les 58 jours de cours depuis la rentrée 2017. Que deviendra l'enfant du pauvre inscrit dans l'école publique? C'est l'interrogation du confrère. Et puis, alors, pour trouver du boulot à la LCT, c'est l'information que le confrère La Voix du Peuple nous donne ce matin. Pour trouver du boulot à la LCT, il faut 500 000 francs CFA pour avoir l'emploi. Donc, usage de faux documents également. Alors, que devient la société d'esclavage de la belle-sœur du DRH Sassou et Clou? Vous lirez l'article dans le journal La Voix du Peuple. Et puis, le confrère qui nous renseigne également que pour jouir du projet PUDC géré par le PNUD au Togo, il faut parler le Wolof. Ça, c'est à lire dans le journal Vos Populi, la voix du peuple. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est le Médium Économie. C'est parti pour 14 jours de fête foraine à Lomé. Le confrère fait allusion, bien sûr, à la 14e foire internationale de Lomé. Politique encore, les retombées du déplacement de Faure Gnassingbé à Sokodé, de nouvelles mesures d'allègement. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, le Premier ministre Selom Klassou, dans ses œuvres, au lieu de s'attaquer aux problèmes des enseignants, le Premier ministre Selom Klassou préfère papoter avec la Miss Togo 2017. C'est ce que le confrère Le Médium a relevé ce matin. Et donc, dans les kiosques, vous avez, outre le journal Le Médium, vous avez le journal Vos Populi, L'Indépendant Express. On a le journal L'aide de la Causa, L'Indépendant Express, on l'a dit, Union pour la Patrie, l'Alternative, le quotidien Forum de la Semaine et le quotidien Liberté. Taxi Presse. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Retour en studio avec mes confrères autour de la table. Fioclou Adanglonou, le patron du journal L'Enquêteur. Bonjour Fioclou. Bonjour Eric, bonjour aux passagers de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau. Bonjour Acha. Bonjour Eric et bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Joël Lega aussi est avec nous. Bonjour Joël. Bonjour mon frère, bonjour tous ceux qui nous écoutent. Son micro marche, très bien. Ambroise, merci d'être là. Bonjour. Eric, bonjour, bonjour, chers confrères, bonjour tout le monde. Et on va commencer par l'information qui vient de nous parvenir il y a une quinzaine de minutes. Gilles Chris Olympio qui quitte la scène politique. Il a annoncé ce matin devant la presse. Le patron de l'Union des forces de changement a annoncé se retirer définitivement de la vie politique togolaise. Son entourage évoque le poids de l'âge qui l'empêche finalement de peser véritablement sur la vie du parti. On aura gardé de lui beaucoup plus le
le combat contre le père, Gnassingbé Yadémon, et l'union avec le fils en 2010, Faure Gnassingbé. Et l'autre point essentiel à retenir, c'est que Gilles Christ Olympio demande à Faure Gnassingbé d'écouter son peuple et de ne pas se représenter en 2020. Quel est votre premier sentiment, Fioclo, à l'écoute de ces informations provenant de notre correspondant de ce côté-là? Si aujourd'hui, M. Gilles Christ Olympio a pris la décision de ne plus faire de la politique, moi je peux dire que c'est une sage décision. Une sage décision parce que depuis 2010 à ce jour, il n'a plus son aura, compte tenu de l'alliance qu'il a signée avec le RPT en 2010. Et dans son parti, il y a un peu de cacophonie. Entre-temps, il a pondu un communiqué pour garder la neutralité pour ses militants. Mais le groupe des jeunes a sorti un autre communiqué pour dire d'adhérer aux marches. Ce qui veut dire qu'il n'a plus la même mise sur le parti. Et si le bureau a bien constaté qu'il n'a plus la même mise sur ce parti, on peut dire ici qu'il a fait un bon choix. 80 ans, aujourd'hui, Jésus-Christ ne semble plus avoir sa lucidité d'antan, lui qui était de tous les combats politiques, qui a pourchassé le grand général, qui ne l'aimait pas du tout. Après son décès, 5 ans après, Jésus-Christ qui devient l'ami de Faure Gnassingbé. Pour certains, c'est fini. Il aurait dû s'arrêter depuis là, Joël. Il aurait dû s'arrêter, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, est-ce que Gil, avec son nouveau costume... Oui, vous avez dit Gil, c'est comme ça que les amis l'appellent. Bien sûr. Gil. Est-ce qu'avec son nouveau costume porté depuis 2010, est-ce qu'il a apporté un plus-value au débat politique? Personnellement, je ne mets rien à son crédit. Même si on dit que les réformes économiques que Faure a fait, c'est sous leur impulsion, je ne sais vraiment pas. De par les ministres que l'UFC a mis dans le gouvernement, en quoi est-ce que ces ministres ont joué un rôle majeur dans les réformes? Plutôt, ces ministres ont été objetisés par le pouvoir. On les traitait presque des moins que rien. Ils faisaient plus figuration que d'apporter vraiment quelque chose à la gestion. Un exemple, on va le dire aussi, Elliot Ohin, effectivement, qui est ministre à la primature, oui, à peu près, je veux dire. Effectivement, un ministre sans portefeuille. Voilà, on connaît, non, on ne va pas rentrer dans les détails pour fuseler qui que ce soit, mais ils savent très bien qu'ils ont plus fait figuration que d'apporter vraiment quelque chose au débat. Même en termes de management, et celui qui représente aujourd'hui l'UFC encore au gouvernement de plaindre avec un portefeuille plein, on sait quelle gestion fait de sa personne dans la question de l'environnement, etc. Et donc voilà, est-ce qu'il aurait dû se retirer plus tôt? Je crois que ça aurait fait beaucoup de bien au débat démocratique que ce qu'il a fait, parce que ça aurait pu même permettre à l'ANC d'avoir plus de députés au Parlement. C'est vrai que l'ANC aussi ne fait pas vraiment usage utile du nombre de sièges qu'elle a, mais ça aurait pu permettre. Maintenant, je voudrais revenir sur la personne même, Gilles Christ, son parcours politique. Moi, c'est depuis 98, on était très jeunes. Quand moi, à son retour, on a été parti l'accueillir, quand il était tout entièrement encore un mythe. On était parti l'accueillir à la frontière. Quand, très jeune lycéen à l'époque, moi j'avais déjà compris qu'il n'avait pas les éléments nécessaires pour remporter la victoire. Il pouvait remporter dans les urnes, mais il n'avait pas les moyens pour dégommer également, pour conquérir le pouvoir. Et donc il ne fallait même pas participer à cette présidentielle. Moi, c'est selon moi, parce que c'était du pragmatisme. Et quand il a annoncé à terrain Vito que non, je vais utiliser le patois Agouedigo pour le voir, on va tomber on l'a supplié il a accepté de participer. Je dis non, ce monsieur là, il n'est pas celui qui nous conduira à la victoire. Enfin, il n'est pas celui
qui fera l'alternance. Il est dans du business politique. Bon, je l'avais dit très tôt au lycéen, on m'avait critiqué, c'était un problème de famille. On dit non, mais toi, c'est parce que tu es proche de le saucisse, etc. Tu es proche de RPT, tu es proche des gens du Nord, etc. Ce qu'on pouvait dire. Mais en fin de compte, il a fini par me donner raison. Il a fini par donner raison à Edem Kodjo qui appelait au grand pardon à l'époque. En signant l'accord de 2010. Donc Jésus-Christ a fait plus de business politique que d'être vraiment un leader. Les gens sont morts au nom de Jésus-Christ. Les gens ont été amputés au nom de Jésus-Christ. Mais je crois que la nature ayant sa mémoire, la nature a tout enregistré et il demandera le compte à qui de droit. Et donc, qu'on dise que Jésus-Christ a été un opposant charismatique, un opposant historique peut-être. Mais charismatique, vous n'en voyez pas. Moi, je n'en vois aucunement. Bon, maintenant qu'il s'est retiré, est-ce que l'UFC va demeurer encore? Parce que le nom de l'UFC... Il semble que la grosse bataille est lancée maintenant autour de lui, son entourage. Oui, sa succession. Qui pour le remplacer aujourd'hui? Non, c'est clair, c'est-à-dire que l'UFC, c'est aussi... à part tout ce qu'il a perdu au sud, l'UFC n'aura peut-être de vie que dans la région de la Savane, où il a eu encore 1 ou 2 électeurs, avec les figures de proue qui demeurent encore. Mais est-ce que le parti pourra survivre longtemps après Jésus-Christ? C'est la question aujourd'hui. Acha Ibrahim. Oui, mais il faut saluer d'abord le parcours de Jésus-Christ. C'est un politicien, quoi qu'on dise. Il a impacté la vie politique nationale. Il fut un opposant charismatique qui a combattu Adema de façon frontale. Tous nous l'avons vu, il faut être courageux pour affronter Adema. Et donc, je salue quand même ce personnage de notre pays. Bon. Maintenant, quand nous allons revenir à l'ère Fornia Singbe, c'est vrai que Jésus-Christ Olympio n'a plus montré sa verve, il n'a plus montré sa ténacité sur la scène politique nationale. Il a fait une alliance avec le parti de Fornia Singbe. Et ceci, comme lui-même il le disait, c'était pour l'apaisement. Bon, effectivement, on a eu un peu de l'accalmie parce qu'on n'a plus à faire de débarquement des terroristes, puisque vous savez qu'il y a un problème de... Il y a eu plutôt des informations comme quoi il y avait un camp à Santimadia où les gens s'entraînaient pour venir évincer le régime en place. Donc avec son alliance et l'alliance UFC RPT, après unir, bon, on n'a plus eu en tout cas droit à ces attaques terroristes. Ça voudrait dire que c'est une poche de contestation en moins. Et le monsieur décide aujourd'hui de se retirer. Et il faut voir aussi 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le poids de l'âge. Il est fatigué, il est âgé. Et donc, c'était normal quand même qu'il décide de prendre la retraite et aller se reposer. Le deuxième aspect, on peut parler aussi de la non-vitalité de ce parti, parce que depuis le départ de ces lieutenants qui sont allés créer l'ANC, l'UFC n'a plus quand même retrouvé sa force d'antan. Et donc, s'il est un bon analyste, il doit savoir que le moment est venu pour qu'il se retire. Et le troisième aspect, c'est que M. Jésus-Christ Olympio, qui a promis beaucoup de choses, surtout l'alternance sans violence et tout ça là, et qu'au finish, après près de 7 ans d'alliance avec UNIR, l'UFC n'avait pas parvenu à arracher quoi que ce soit pour la population togolaise et du moins pour ses militants. Il va de soi qu'après ce constat d'échec, qui se retire et pour qu'il laisse la place à d'autres personnes de pouvoir s'essayer, de pouvoir relever les défis et éventuellement repositionner l'UFC qui est devenu presque entre griffes une coquille vide, comme ces lieutenants d'antan l'avaient dit. Bon, ce qui peut-être me surprend, c'est que le discours qu'il tient aujourd'hui, quand il demande à Fornia d'écouter son peuple, de quitter le pouvoir, voilà, de quitter son peuple et de quitter le pouvoir, c'est ce qui me surprend, parce que M. Jésus-Christ Olympio, depuis le début de la crise, a gardé une certaine réserve. Il n'arrivait pas à prendre position clairement dans la situation actuelle. Il disait d'aller vers le dialogue, et je ne l'ai pas vu quand même soutenir ceux qui sont dans la rue en train de manifester, en train d'exercer la pression sur le pouvoir pour qu'il y ait
un changement dans le pays. Je ne l'ai pas vu aller dans ce sens. Et la jeunesse du parti avait voulu essayer. Mais rapidement, on a arrêté cela. Oui, on a arrêté cela. Il n'a pas laissé cette jeunesse aller jusqu'au bout de leur logique. Il a arrêté cela et il ne voudrait pas quand même qu'il y ait en tout cas des frictions entre son parti et le parti au pouvoir. Donc il voulait tout faire pour aménager ses partenaires politiques. Je veux parler des tenants du pouvoir aujourd'hui et il a été toujours dans cette logique. Mais maintenant qu'il veut quitter, il veut mettre, comme les Ivoiriens le disent, un peu du sable dans la tchéquée de ses successeurs. Et c'est là où je rejoins mon confrère Joël qui parlait d'un homme qui fait du business politique, parce que lui, après avoir tiré tant d'avantages, tant de privilèges dans le mariage RPT-UEC, maintenant qui sait qu'il veut partir, bon, il veut foutre la merde et partir, et les autres seront laissés. Façon de foutre la merde, français. Bien évidemment, parce que en demandant à Faure de partir en 2020, c'est un sujet qui fâche à UNIR. Et ne pensez pas que UNIR va accepter entendre ce son de cloche de Gilles-Christ Olympio. Donc, et du coup, UNIR peut briser aussi ses relations avec l'UFC, avec le départ de Gilles-Christ Olympio. Et puisque Gilles-Christ Olympio dit maintenant que il faut que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir en 2020 et que ce n'est pas ces ministres qui sont encore au gouvernement peuvent être débarqués. Bien évidemment, bien évidemment, les parce que qui sont au nom de l'UFC, ils seront débarqués. Oui, parce qu'il y aura plus, comment l'appelle-t-on là, cette complicité dans la gestion du pays. Parce qu'il y a un sujet qui fâche, qu'il a mis sur la table. Et si le parti, les successeurs épousent aussi cette philosophie de demander à M. Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir en 2020, je suis sûr qu'ils vont froisser les gens d'UNIR et leur union va prendre un coup. Ambroise Kondjo, on pourra dire que c'est une triste fin de sortie de l'homme. On l'avait annoncé, il n'avait pas cru ça. Comment ça? Nous. Ambroise. Mais il s'agit de lui qui fait l'annonce aujourd'hui. Moi j'avais dit dans ce pays, nouveau qui j'avais dit dans ce pays que ce monsieur, désormais quand il marche, il quitte le protestant pour aller dans le ventre de Ouédraogo. C'est les mouches qui le suivent. On l'avait dit. On avait été pris comme des oiseaux de mauvais augure. Mais moi je tiens quand même à rendre un hommage à ce monsieur. C'est-à-dire qu'il faut que l'histoire retrace. Ça me rappelle de Amaï Di Sancho. Moi j'étais au CM1 ou CM2. Quand ça tirait de partout, nous on allait chercher des gens qui tiraient le bal. Non, je veux moi très bien. C'est en 86. Bien sûr. Moi j'étais à Nikonakwe. Moi, ma grande soeur et un de mes petits frères, on courait pour aller attraper les gens, les terroristes. Je me rappelle très bien ça. C'est gravé ici. Ça me rappelle de Soudou aussi. Et ça me rappelle de ces plus de 500 000 personnes qui étaient descendues du côté du boulevard du Mono jusqu'à Plaou. J'étais là. Et aujourd'hui, c'est triste. Vous savez, nous, on a eu à annoncer ces choses-là. Demandez-moi pourquoi, de mon point de vue, pourquoi Gilles-Christ a voulu quitter la scène. Vous avez des informations contraires à ce qu'il a dit? Oui. L'entourage parle de poids de l'âge. Non, laissez ces histoires de poids de l'âge. Quand ils ont signé l'accord en 2010, ils ont partagé certains postes ministériels. Oui. Et que de jour en jour, les postes se sont réduits. Néanmoins, certains ont gardé les postes de préfecture, tout ça là, le de Gualimé, c'est eux, le ministère de l'Environnement, tout ça, on sait ça. Et c'était le mariage contre le diable, des gens avaient annoncé. Maintenant, la consécration de cette rupture vient d'être annoncée par Gilles-Christ lui-même. Quand vous êtes un homme politique de cette envergure, au-delà de l'hommage que je rends à l'homme, il faut des calculs politiques pour pouvoir maintenir son aura avant de partir. Aujourd'hui, le gars quitte par la petite porte. Peut-être, je ne dirais pas la fenêtre. Parce que quand les confrères disaient tout à l'heure que son alliance avec le pouvoir RPT pouvait sortir le Togo de la crise, il se monnayait des choses derrière. Moi, j'ai appris des choses. Vous savez que son papa avait un héritage au niveau d'Astigame, des choses. Oui, bien sûr. Et il y avait des terrains, des domaines. Il y avait son émolument. Il y a même l'émolument qui ont eu à gérer ça. Oui, il y a eu des problèmes de Sylvanus Olympio. J'avais vu les informations selon lesquelles c'était estimé à 8 milliards. Et il semblerait, entre guillemets, que cet argent aurait été versé à Gilles-Christ Olympio. Et c'est un pas des monde qui m'a donné cette information. Je l'ai pris avec des gants, mais j'ai eu à vérifier par après. J'ai compris dans le comportement
changeant politiquement de J.K. Olympio, j'ai compris qu'il y a un problème. Quand ils étaient allés à Santé Didio, ils avaient dans la tête de négocier un certain poste politique à J.K. Olympio pour lui rendre un certain hommage et lui donner un certain aura. Mais le régime étant ce qu'il est, avait dribblé pas une fois, pas deux fois, le monsieur. Quand ils avaient décidé de partager les postes ministériels, c'était parce qu'ils avaient été dit qui avait été fait. Aujourd'hui, les preuves sont là. Quand les gens se sont retrouvés midi, ils n'étaient pas ministres. Le soir, ils se retrouvent ministres avec 100 portefeuilles. Ça aussi, on l'avait annoncé, on l'avait déjà prédit. Donc aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que c'est que la crise politique, à l'heure où nous parlons, avait encore de mauvais jours devant lui. D'ailleurs, les oppositions avaient, ou le peuple avait de mauvais jours devant lui. J.K. n'aurait jamais démissionné. C'est comme parce qu'il sentait venir que les choses vont se décanter. C'est fini. Il y a plus de jus dans le fruit. Merci. Non seulement, c'est pas une tranche d'orange qu'on a eu à couper et à rejeter, mais ici, c'est que il a un ami, le président ghanéen. Oui, c'est le paradoxe. Son ami est venu pour gérer Laissez-moi continuer. Politiques. L'information que nous principe, il doit rester. Merci. L'information que nous avons eue, ça veut dire quoi? Les choses sont déjà actées. Moi, je l'ai dit que Faure ne se présente plus en 2020. Mais il ne fera même pas un miracle. Et ce serait bien pour Faure Gnassingbé lui-même. Pourquoi je le dis? La pression intérieure et extérieure est tellement forte que le monsieur ne va pas hasarder. Si Dieu est grand, le jeudi, on va sortir. Il y a une analyse que Dieu est toujours grand. Oui, on va sortir le jeudi par rapport à cette tournée de Faure Gnassingbé, ce qui se cache derrière tout ça. Donc, le départ de la scène politique de J.K. Olympio est juste, comment vous l'appelez, un prolongement de l'analyse que nous avions commencé par faire. Sinon, il ne quitterait jamais. Pourquoi il n'a pas été Premier ministre? C'est vrai, il est au rang de Premier ministre officieusement, au niveau de la présidence, il est conseiller, tout ça là. Mais avec les accords qu'il a signés jusqu'au Santé Didio, pourquoi J.K. aujourd'hui laisse son poste là? C'est parce qu'il sait que demain, les choses sont déjà... C'est-à-dire, Faure lui-même ne va plus être président. Il sera en accord avec qui? Dans un an ou dans 2 ans. Alors, si on comprend donc, bien, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est la politique de J.K. Olympio aujourd'hui. Et il a intérêt, pour sauver son parti, de changer le langage dès aujourd'hui, face au pouvoir. C'est ce qu'il a commencé par faire. Oui, et il a déjà, j'ai lu quelque chose tout à l'heure, il a commencé par le faire. En même temps, est-ce que ce n'est quand même pas surprenant? Enfin, J.K. Olympio qui décide de quitter la scène politique, il n'y a pas de problème. Mais J.K. Olympio qui déclare que Faure Gnassingbé doit écouter son peuple. Conséquence, il faut quitter le pouvoir en 2020. Est-ce que ce n'est pas un problème? Comme vient de le dire mon collègue Acha, l'accord qui les lie depuis mai 2010 est enterré de fait ce matin par J.K. Olympio. C'est comme ça aussi qu'il faut comprendre la chose? Oui. Puisque cet accord a donné un programme de gouvernement à 2. Et depuis que cet accord a été signé... c'est entre 2 partis, c'est pas entre 2 personnes. Entre 2 partis, puisque J.K. Olympio représente un parti politique. Faure Gnassingbé représente un parti politique. Donc, les 2 personnes, c'est les 2 là qui animent le parti. Mon frère Joël a dit tout à l'heure que son départ de l'UFC entraînerait-il la mort de l'UFC? C'est un point d'interrogation, c'est une belle analyse qu'il a faite. Mais aujourd'hui, compte tenu de cette déclaration du départ du président de la République de ne pas se présenter en 2020, constitue un hic. Parce que moi je pense qu'il aurait dû faire obligation de réserve sur ce problème et ne pas irriter les gens de l'Union. Pourquoi est-ce qu'il doit faire preuve de réserve sur ce point, à votre avis? C'est un sujet qui fâche. Parce que c'est un sujet qui fâche depuis. De haut niveau, hein. Et il est en accord avec le parti. Quand il a dit tout à l'heure que l'Union peut réagir en faisant partir les membres de l'UFC qui sont au gouvernement et qui sont dans certaines préfectures. Si ça arrive. Non, écoutez, le pays, c'est pour nous tous. Voilà. Le pays, on ne peut pas accepter, on ne peut pas... je ne comprends pas. Décider de faire partir des membres de l'UFC qui sont au gouvernement ou qui sont au niveau des préfectures. Est-ce que cela ne veut pas dire que le pays, c'est à nous seuls, c'est à nous de gérer ce point? Non. Il y avait une forme de cohabitation.
il y avait une forme de cohabitation. Et c'est cet accord-là qui fait que ces ministres UFC sont au poste où ils sont aujourd'hui. Si le chef dit désormais c'est comme ça, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Oui, Joël. Je pense que c'est pas pur respect ou bien fait pour ménager, enfin tirer le dernier jeu qu'on pouvait encore tirer de l'UFC qui a conduit le APT, excusez-moi, unir. L'esprit APT rentre tellement que qui a conduit UNIR à concéder encore des portefeuilles aux ministres, à des ministres relevant de l'UFC, parce que l'accord ne s'étend pas jusqu'à 2015. En 2015, il y a eu une nouvelle échéance électorale, le fort a été réélu sans avoir besoin de l'UFC, donc bon, je ne vois pas. Donc maintenant, moi, je veux... Néanmoins, les ministres de l'UFC ont continué pas à travailler. Oui, c'est-à-dire que je dis non, c'est-à-dire que ça, c'est juste pour leur faire plaisir, en fait. Oui, un seul ministre, André Johnson, un second qui n'était pas plein. Un second qui n'était pas plein et qu'on a pris, qu'on a nommé, je crois, c'est au deuxième journal dans la journée, de la soirée. Il aurait pleuré. Voilà. Oui, bon, il aurait. Bon, maintenant, non. Maintenant, ce que moi, je pas dit planifier. Bon. Ce que je relève, c'est que la période où la sortie de Chris est intervenue. Et Ambroise l'a effleuré quelque peu. C'est vrai que je l'avais un peu caressé. C'est qu'il n'y a plus de jus dans le fruit. Et Gil sait très bien. Et pourquoi il a tenu à dire à fort de ne plus se représenter en 2020? Mais ça veut dire que c'est comme ça, c'est l'orientation que les discussions ont pris à Paris. C'est consommé. Oui, non, c'est consommé. C'est-à-dire que si Fort ose. Aujourd'hui, moi je peux vous continuer, mais Fort est en train de chercher un remplaçant. Il vous a dit ça? Il est en train de chercher un remplaçant. Nous apporterons d'autres éléments dans nos prochaines apparitions demain. Demain? Ah, d'accord. Fort est en train de chercher un remplaçant. C'est ce qui est sûr. Ben, il aurait voulu, parce que jusqu'à ce qu'ils aillent à Paris, il tenait, enfin, les classiques là, le faisaient rêver, comme quoi ils ont les éléments à mettre dans la balance pour qu'ils tiennent. Mais bon. On a compris qu'en 2020, il ne pouvait pas passer. Et Gil, étant donné que c'est son ami le Ghanéen, il ne peut dans le lot de ses vatous, servir qu'à baliser un peu la voie au travers que son ami viendra faire. Ne te présente pas. Si Gil le dit, ça veut dire que c'est ce que Akufo-Addo dira. C'est clair. C'est la position d'Akufo-Addo dans la discussion. Il ne se présentera pas en 2020. Maintenant, comme nous, on l'a toujours... on a toujours analysé, c'est-à-dire le débat aujourd'hui se pose entre est-ce qu'il faut passer à une transition, est-ce qu'il faut partir immédiatement, passer à une transition, faire les réformes, enfin, sans lui, ou le maintenir là, et jusqu'en 2020, mais quelle mission celui sera assigné, etc. Et donc, c'est ça, c'est ce qui sera discuté lors du dialogue à venir. Bon, et on va parler en même temps du dialogue en même temps. Parce que le contraire étonnera. Et voilà, quoi, c'est l'évidence. Quel que soit. Quand il abordait le volet, j'ai c'est le président ghanéen, c'est-à-dire que le président ghanéen n'a fait que transmettre un message que les pères d'Afrique de l'Ouest ont voulu dire à Faure Gnassingbé. Vous vous rappelez sa venue ici à l'aéroport de Lomé, sans pouvoir même se rendre à la présidence. Même le dimanche, encore il y avait une mission ghanéenne qui était encore à Lomé. Ça veut dire que, et quand vous lisez les discours de Macky Sall, qui est de l'autre côté, et avec les positions cette position du ministre des Affaires étrangères de la Gambie, entre-temps, les choses sont actées dans la sous-région. C'est-à-dire que les voyages du Faure Gnassingbé au Nigeria, comment vous l'appelez, en Côte d'Ivoire, rien de ça n'est anodin. Moi, je l'ai dit que Faure Gnassingbé et sa bande gagneraient en quittant le pouvoir de façon négociée. C'est possible. Nous sommes tous Togolais. Leurs enfants seront ensemble, nos enfants. C'est ça le problème. Donc, Akufo-Addo a aussi une pression. La main de la Guinée a été balayée dans ce dossier. Parce que, ayant aussi une velléité
de rester Dans au son pouvoir. Mais selon là-bas. Indépendance Express, il y aurait son ministre d'État aussi à Lomé actuellement. Oui, c'est-à-dire que c'est la zone francophone et anglophone de la CEDEAO qui sont en train d'acter les choses pour que le monsieur puisse comprendre avec des grandes oreilles C'est ce clair, qui c'est va clair se que la passer. facilitation sera conduite par le président ghanéen, C'est clair. Nana Akufo-Addo. Ça, c'est noté. Alors, il faut maintenant, on va en parler clairement de cette discussion politique qui se dessine chaque jour que Dieu fait. On comprend que on est proche du but. Le but, c'est aller aux discussions politiques. L'opposition qui était à Paris ces derniers jours a compris qu'il faut aller aux discussions et c'est acté. C'est pour ça que le comité préparatoire qui est arrivé à Lomé est en train de travailler d'arrache-pied pour que la discussion ait lieu, pour que l'issue soit une réussite pour tout le monde, parce que il n'y aura pas un camp qui gagnera contre un autre, il n'y aura que le Togo qui gagnera dans tout ça. Alors quand on voit les faits et gestes des uns et des autres, du pouvoir et de l'opposition, est-ce qu'aujourd'hui, on ne gagnerait pas en arrêtant finalement les pressions de rue que l'opposition est en train de faire? Fioclou. Oui, je pense que tout a été dit. La communauté internationale a son dernier mot à dire, certainement, mais le pouvoir en place aussi a le sien. Aujourd'hui, on parle de médiation du Ghana, de la Guinée, et le chef de l'État a fait des tournées pour des discussions concernant son pays. La délégation ghanéenne qui est arrivée à Lomé hier et le dimanche a entamé les travaux préparatoires, comme tu viens de le dire. Mais moi, je pense que on devait laisser la rue, on devait cesser de marcher pour se concentrer plus aux travaux préparatoires. C'est mon point de vue. Vous n'êtes pas d'accord, moi, Joël? je voudrais, en quoi la rue dérange? En quoi la rue dérange? Oui, non, mais attendez, Joël. Et Excusez-moi, Joël. La rue dérange parce que, je vais lui répondre, la rue dérange parce que chaque fois qu'il y a marche à Lomé, toutes les activités sont bloquées. Oui, mais Et ça nuit l'économie. Oui, ça, ce discours, on l'a déjà entendu. Ça nuit à l'économie. Depuis le 19 août dernier, il y a eu des manifestations qui se sont enchaînées depuis lors. En fait, 3 mois et demi environ qu'on est dans la rue. On porte un message. Le retour à la Constitution, le vote de la diaspora, l'amélioration du cadre électoral, libérer les détenus. effectivement. Et visiblement, ce message a été entendu. C'est pour ça qu'on appelle à venir discuter. Mais je dis, la rue a créé, il y a des plus-values tangibles aujourd'hui, les acquis de la rue. Les réformes qu'on a refusé de faire en 2014. Mais quand on a marché le 19, on a annoncé une marche le 26 pendant que UNIR dit eux aussi vont marcher. Mais expressément, on a pris le décret pour demander la limitation du mandat. Oui. Hein? Oui. Et pourtant, on pouvait le faire quand un confrère proche du pouvoir dit non, que quand le pouvoir a vu 2 morts à Sokodé le 19 août, on a pris rapidement le décret. Je dis voilà l'esprit. Voilà comment les gens conçoivent le débat. Voilà comment voilà comment les gens raisonnent. C'est-à-dire qu'on souhaite toujours le pire avant de s'exécuter. Mais la rue, quand la rue dérangeait autant, on est parti prendre des décrets, comment vous l'appelez, abracadabrantesques pour dire, enfin, un ministre a osé, comment vous l'appelez, prendre le contre-pied d'une loi. Mais la rue, à la loi de manifestation publique. La rue a fait sortir les États-Unis, l'ambassadeur allait dire au président du Parlement, laissez les gens manifester librement, on n'a pas voulu. Enfin, le 5 octobre, on a laissé les gens manifester, mais on n'a pas voulu, le 10, on a pris le communiqué là, mais c'est de l'extérieur, on a dit non, retirer enfin, cette posture-là, on ne veut plus voir les milices, laisser les gens marcher. Mais la rue a permis également de lever l'état de siège. On va venir tout à l'heure sur l'état de siège qui a été levé hier. Sur ce côté. Mais la rue, parce qu'on n'avait pas annoncé avant. La rue a permis tellement d'obtenir tant de choses que aujourd'hui l'opposition dit non. Ben, cette option qu'on avait prise, liée la pression à la négociation, ben, ça marche, donc on met la pression. Je ne sais pas, si la rue ne dérange, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que les gens marchent? Mais laisser les gens marcher, c'est les gens qui renoncent à leur activité. Et là, moi j'ai été choqué la fois dernière quand un confrère qualifié dit non, que quelques personnes sont mises dans la rue et puis on veut contraindre le pouvoir à plier.
Mais attends, vous voyez comment les esprits vilipendent, c'est-à-dire je ne sais comment dire, ils traitent avec la plus grande légèreté ceux qui renoncent à leur activité économique, ceux dont ils vivent, pour se mettre dans la rue. Mais on les prend comme des moins que rien, des plaisantins. Mais vous voyez jusqu'à quel niveau on a réduit, on a diminué le débat démocratique. Donc moi je dis ça, il y a un sérieux problème. Donc il faut maintenir la pression de rue. Oui, mais attends, libre à eux. Tant qu'ils trouvent le temps pour maintenir la pression, mais il faut les laisser, il faut respecter le choix des autres. En même temps, est-ce que ce n'est pas une façon de mettre l'âme sur la tête des gens en attendant que la discussion aboutisse véritablement? Vous savez, c'est le contexte togolais qui amène les leaders de l'opposition à maintenir la marche. On ne croit pas On ne en croit l'autre. pas. Il y a une crise de confiance et ça fait que l'opposition se dit que si elle laisse tomber les marches, le gouvernement va dormir sur ses lauriers et la vie va continuer. Et donc l'opposition ayant tiré leçon des précédentes manifestations et des précédentes pressions exercées sur le pouvoir, s'est dit que cette fois-ci, c'est la bonne. Il faut maintenir la pression jusqu'au dialogue. C'est la logique dans laquelle évolue actuellement l'opposition. Il revient maintenant au pouvoir de voir quels sont les signaux qu'il faut envoyer à l'opposition. Oui, est-ce qu'on n'a pas suffisamment donné des signaux à l'opposition? Je pense que on a libéré 14 détenus. Depuis Paris. Oui, mais il y a eu quand même des choses. Oui, mais depuis le Paris, ce qui s'est passé à Sokodé hier. Ils ont libéré les imams. Depuis Paris, Paris, qui ont été pris. ce que l'opposition a demandé, et comme préalable, M. Jean-Pierre Favre a eu à le dire. Il avait dit qu'il faudrait qu'il y ait la levée de l'état de siège sur les villes de Mango et Basulo et Sokodé. Il avait parlé de la libération des imams. Il a parlé aussi de la libération des manifestants, de tout ce qu'on a arrêté lors des manifestations dans les 3 mois. Il a parlé aussi des mesures qui planaient sur certains leaders d'opposition par rapport à la question des incendies. Donc, actuellement, nous sommes en train de voir le gouvernement faire des pas. Peut-être que l'opposition va estimer que ce ne sont pas des pas assez décisifs, ce ne sont pas des mesures assez suffisantes pour, en tout cas pour lui donner peut-être le sentiment que le régime veut vraiment aller vers les négociations. Et donc, si ils maintiennent la pression, s'ils maintiennent les marches, c'est de bonne guerre. C'est peut-être leur façon aussi de dire au régime que faites des pas décisifs et nous aussi, nous allons voir ce qu'il faut faire. S'il faut mettre de l'eau dans notre vin, nous mettrons de l'eau dans notre vin pour qu'ensemble, on aille sur la table de négociation en position de force et non en position de faiblesse. Parce que l'opposition, si elle laisse les marches aujourd'hui, unir, ou bien le pouvoir va penser que bon, ils sont affaiblis et c'est fini. Quand ils seront sur la table de négociation, vous allez voir comment ils vont se regarder. Mais s'il y a la pression, on sent qu'il y a aussi une force de l'autre côté. Autour de la table, il n'y aura pas de sérénité. Non, il y aura de sérénité parce qu'il y aura équilibre de force. Et les gens vont discuter. On l'a suffisamment éprouvé. On l'a suffisamment éprouvé, l'équilibre des forces depuis 3 mois. Oui. On l'a suffisamment éprouvé. Oui, mais il faut maintenant qu'il y a l'équilibre des forces. Mais il faut aller maintenant au round final. C'est le dialogue. Et c'est là où tout le monde aura à servir ses arguments. C'est le ultime bras de fer. Je vous en parle, excusez-moi, mais oui, bien sûr, je sais. Quand mon frère et ami Achapal d'équilibre final, moi je ne vois pas. Du round final, moi je ne vois pas le problème de cette façon. Pour ma part, je sais que il y a les travaux préparatoires. S'il y a les travaux préparatoires, c'est que les deux parties sont d'accord pour aller autour d'une table. Et c'est les ordres du jour, les libellés de l'ordre du jour qui vont constituer le round final dont il parle. Voilà. C'est ce que je voudrais ajouter. Non, avant d'aller au dialogue, avant d'aller au dialogue, les deux camps veulent se montrer de quoi ils sont capables. Vous comprenez? L'opposition veut montrer que j'ai la marche et je sais que quand je sors dans la rue, ça vous égratigne. Donc quand je sors dans la rue, voir l'unir dans la rue prochainement. Vous êtes exaspéré. Donc pour ne plus être exaspéré, UNIR aussi va lâcher prise sur certaines mesures qui vont contenter l'opposition, qui vont rassurer l'opposition et l'opposition acceptera aller sur la table de négociation avec une certaine sérénité et débattre des sujets qui seront sur la table de négociation. Je crois que c'est cette politique dont parlait Maître Yavia Boibo concernant la politique de la braise, du marteau et de l'enclume.
Oui, C'est bien sûr. c'est en fait ça, hein. C'est qui crée un rapport de On force. discute, mais on met la pression. La pression. Et vous savez, quand on produit de l'énergie, on ne la consomme pas, ça s'évapore. C'est la période même de la consommation de cette énergie. Et je vous dis... Vous avez des termes ce matin. Hein? Bon, L'énergie solaire ou bien le charbon. oui, cette énergie, c'est la masse qui est dans la rue. D'accord. Ça y est, le pouvoir a voulu exploiter la faiblesse de cette énergie, son caractère, et le fait de voir cette énergie évaporer et reprendre la main. Mais cette fois-ci, moi-même qui suis ici, j'étais étonné de voir encore des milliers de gens dans la rue. C'est-à-dire le fait d'avoir 2 semaines d'écart entre les manifestations, et dans l'esprit collectif, vous n'aurez jamais imaginé qu'il y aura encore des gens. Et je leur disais quelque chose d'important. Vous pensez que ceux-là qui sont dans la rue n'ont rien à faire? Et quand vous voyez les gens, c'est des gens responsables. Hein? Des mamans qui sont dans les marchés, des mamans, des gens responsables qui sont dans la rue, ils n'ont rien à faire. Donc c'est pour dire que si les marches, je ne souhaite pas que ces marches bloquent les activités, mais si ça peut bloquer les activités pour faire entendre raison ce pouvoir, je suis d'avis avec ceux-là qui pensent qu'il faut maintenir la pression. Au même moment, quand mon grand frère Frocu disait tout à l'heure que dans la réalité, il va falloir cesser les marches, je dirais à mon grand frère Fioclou d'attendre un peu, que les matchs continuent d'abord, et que quand le dialogue va démarrer, on puisse ralentir. Parce que il faut attendre le dialogue pour ralentir le dialogue, le rythme. Savoir ce qui sera inscrit à l'ordre du jour, comme il le dit, du fond du dialogue. Il ne faut pas nous amener n'importe quoi. Heureusement que les gens comme les équipes se retirent même du lot. C'est les pourris, c'est les géniants pourris. Non. Je ne cite pas Jékis Olympio. Non, je n'ai pas dit que j'ai nous dit que vous venez de écouler le caméra. Oui, on n'a pas dit que vous les insultez. Non, et on va nous dire encore. Non, je lui dis que je rends hommage au monsieur. Mais il faut aussi dire ce qu'il y a comme vérité. C'est-à-dire, tu es au volontaire de l'école comme quoi. Et maintenant, s'il faut aller à ce dialogue, aujourd'hui, il ne faut pas faire du remplissage. Ça, je le répète, c'est ce que le pouvoir a toujours fait. Quand vous allez voir le PDS, c'est-à-dire que le dialogue qui réunit les acteurs sociaux là, on amène des cubes, des gingembre, tout ça là-dedans. Et ils n'ont rien à voir avec ça. Hein. Ils amènent ça juste pour jouer la figuration. Et on met en minorité, par exemple, la STT. Ça me rappelle ça. C'est ce qu'ils vont encore vouloir faire. Ici, ils ont échoué d'avance. Ceux-là qui sont dans la rue, on les connaît. C'est 14 partis politiques. Togo Debout et autres sont de la société civile. Nous, les informations que nous avons font état de ce que la discussion qui se déroulera, c'est entre le pouvoir et ceux qui sont dans la rue, qui réclament les 14 partis politiques. Là, c'est bien. Et c'est logique si les choses évoluent à partir d'aujourd'hui. Ça, on n'en sait rien. Mais avant, jusqu'à hier, l'information que nous avons, ce qu'il faut espérer, c'est de la bonne foi du pouvoir. Parce que plusieurs dialogues ont été menés, ils ont mis au tiroir. Vous vous rappelez, en 2005, quand Faure Gnassingbé est venu, à travers les 3 coups d'État successifs, il semble qu'ils avaient négocié quelque chose avec Obasanjo, qui avait fait débarquer un avion pour voir. J'ai ici dit non, on a peur de notre famille, tout ça là, il faut arranger tout ça pour un mandat. Le mandat venu, les gens n'ont pas obtempéré. Ils ont continué. Ils sont allés signer, comment vous l'appelez, ils ont même oublié l'accord de 2004 signé avec l'Union européenne. Et ça a choqué les Blancs. Maintenant, ils sont venus à l'APG en 2006. L'APG n'a jamais été respectée. Vous voulez qu'on croie encore à ces gens-là? C'est ça le problème de l'opposition. Je pense que le maintien de la pression dans la rue doit faire réfléchir ce monsieur-là, de revenir à de meilleurs sentiments et de mettre un ordre du jour précis. Il ne faut pas qu'il joue à cette histoire, tel que le ministre Barra le dit, comme quoi nous aussi on va faire... Non, c'est vous qui êtes en position de faiblesse aujourd'hui. C'est eux. C'est ça qui le dit. Hein. Non. Mais ils avaient le vent en poupe. Ils avaient une diplomatie qui avait le vent en poupe. Ils sont allés même jusqu'au comment vous l'appelez, ces pays d'Asie du Sud-Est là. Doucet a fait un bon travail. Tout ça là, c'est un château de cartes. C'est tombé à l'eau. Maintenant, il faut qu'il soit conscient. Et c'est un regret de Doucet. Hein, oui, moi je plains Doucet. Doucet a fait du bon. Il regrette. C'est un monsieur, quand tu l'appelles, il ne prend pas. Tu l'envoies un message, il ne répond même pas. Il doit le regretter aujourd'hui. Je lui envoie cette carte là, comme quoi il a travaillé dans la diplomatie. Aujourd'hui, tout est à terre. Donc aujourd'hui, que les Tchao qui, bon, je vais me garder de dire ça, bon, mais que les Tchao, les Bahara, attends, je vais terminer. Que les Tchao, les Bahara, les Trimois, ils n'ont qu'à dire la vérité à Faure Gnassingbé. Ils n'ont qu'à faire profil bas, vous voulez dire. Et de discuter du réel pour qu'on sorte de la crise. Fioclou. Oui. Alors aujourd'hui, tel que les choses se présentent aussi au niveau du pouvoir, est-ce qu'il faut camper sur sa position, à savoir que, bon, la Constitution de 92 présente des faiblesses qu'on n'est pas prêt
à retourner à cette constitution parce que c'est avaler son totem? Non, le problème de la constitution de... Parce que ce discours, on a commencé par l'entendre également. Ces derniers jours, vous avez écouté, ou ces derniers mois, les intellectuels togolais qui l'évoquent souvent. Moi, je pense que même la réforme de la Constitution, bien la révision de la Constitution serait une partie entière au niveau des travaux. Parce qu'on doit poser le problème, on doit en discuter. Là où il faut amender les articles, on va les amender et obtenir ce qu'il faut pour Istan. Parce que ça a amené un problème. Et ça fait aujourd'hui 25 ans que cette constitution, 25 ans que cette constitution a été toilettée. Si aujourd'hui on trouve qu'il y a de bons trucs, a été voté, et qu'il y a de bons trucs et de mauvais trucs dedans, au cours des travaux pour les réformes, il faut qu'on en discute pour qu'on finisse ce problème-là une fois pour de bon. Un autre élément, excusez-moi messieurs, c'est cette annonce du gouvernement togolais hier. On sait que le week-end dernier, Faure Gnassingbé s'est rendu à Lamatessi, puis à Sokodé où il a visité les lieux où il y a eu des casses, des gendarmeries brûlées et consorts. Puis après, hier, on nous annonce que le gouvernement allège la vie aux populations. Les militaires qui sont dans la ville de Sokodé, Bafilo et consorts, ils vont replier. On va quand même maintenir une sécurité qui va protéger les bâtiments publics et consorts. Est-ce que ça ne renseigne pas que tout au début, le chef d'État était au courant et des ordres ont été donnés à cet effet? Bon, mais et on a passé à tabac les populations de Sokodé, Bafilo et consorts. Nous avons eu à le dire sur ce même plateau. Nous avons dit que si c'est le fait des éléments incontrôlés, je pense que très tôt, il serait en tout cas rappelé à l'ordre. Donc, jusque-là, puisque ce n'était pas des éléments incontrôlés et que c'est l'armée même qui était là-bas, on se rend compte que ça ne provient que d'un commandement ou bien d'une décision prise à un niveau beaucoup plus supérieur, c'est-à-dire au niveau des forces de l'ordre et de sécurité. Et donc aujourd'hui, surtout avec le communiqué du gouvernement, on comprend que c'était des mesures qui ont été prises par le gouvernement et le gouvernement a estimé que le moment est venu pour que ces mesures-là soient levées. Donc c'est clair, il n'y a plus d'amalgame autour de qui a commandité quoi à Sokodé. Tout est clair maintenant dans les esprits. On comprend que c'est comme ça. Bon, maintenant, cette mesure, moi je pense que ça rentre dans la logique de l'apaisement, c'est-à-dire créer des conditions pour pouvoir aller au dialogue. Et donc on comprend aussi par là que le gouvernement tient beaucoup à ce dialogue et vivement que tous les acteurs, les deux camps fassent un effort nécessaire pour que le dialogue réussisse, aboutisse, pour que le Togo retrouve vraiment sa normalité. Alors avant de donner la parole aux autres confrères sur le même sujet, nous allons marquer une petite pause publicitaire. Tout de suite, la pub. Au début, nous étions une petite famille, avec le numéro d'appel 90. Quelques années après, un autre numéro d'appel s'est ajouté à notre belle famille, le numéro 91. Puis a suivi un autre, le 92. Et quand le numéro d'appel 93 est venu, nous étions particulièrement heureux parce que nous devenions une plus grande famille. Chez nous, à Togocel, nous aimons la famille. C'est pourquoi nous avons désiré et souhaité pour vous une très belle nouvelle naissance. Les numéros d'appel commençant par 70. Grâce à vous, nous comptons plus de 3 millions d'abonnés pour lesquels nous essayons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous ne nous lasserons jamais d'innover pour votre plus grand bonheur. Togocel, le leader. Du 24 novembre au 11 décembre 2017, vivez la 14e foire internationale de Lomé au centre togolais des expositions et foires de Lomé. Thème, le numérique au service des affaires. Plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs à ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires. Ne manquez surtout pas les rencontres B2B. Faites alors un tour sur l'application Foire Togo 2000, téléchargeable sur Play Store. La foire internationale de Lomé, foire de toutes les opportunités. Pour plus d'informations, consultez le site www.ctf.tg ou contactez le 00228 22 35 07 27 ou le 90 31 76 37. L'info pratique, c'est sur MC+ de Togocel.
Le service MC+, c'est un accès simple et rapide aux meilleures blagues, aux news d'actualité, aux pharmacies de garde et à plein d'autres informations utiles. À partir de votre mobile, dans le menu message ou à partir du menu MC+ de votre téléphone ou encore plus simple, faites étoile 102 dièse et lancez l'appel. MC+ de Togocel, disponible 24 heures sur 24. Togocel, le leader. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Presse. Retour en studio avec les confrères Fioclou à Danglenou, Acha Ibrahim, Joël Ega et Ambroise Bondio. Joël, quelle est votre analyse de ce communiqué du gouvernement hier qui nous renseigne que les forces de défense qui étaient déployées, là on comprend finalement, à Sokoré, doivent, n'est-ce pas, replier? Oui, mais ça veut dire que la ville de Sokoré a été assiégée sous les ordres de fort. C'est lui qui a demandé. Est-ce qu'il veut parler comme ça, que c'est sous les ordres de Fort Gnassingbé? Non, attendez. Mais pourquoi il vient alors lever l'état de siège? Il pouvait le faire depuis. Acha Ibrahim parlait d'apaisement. Maintenant, on lève l'état de siège sans présenter des excuses pour les bavures qui ont été commises sur la population. Ceux qui ont passé des semaines dans la brousse, hors de leur maison. Ceux dont on a battu les proches, qui ont passé de via trépas. On ne présente pas les excuses, mais ça veut dire qu'il y a un problème d'esprit toujours qui demeure dans le débat. Ça veut dire qu'on ne veut pas se faire petit, on ne veut pas dépasser les considérations personnelles, les intérêts personnels pour baliser la voie à la constitution de la nation. Et moi je dis, la levée de l'état de siège même, c'est après également injonction de ce qui a été négocié. Parce que vous allez vous rendre compte qu'on a eu des informations de Paris que la coalition a ajouté la levée de siège sur la ville de Mango et de Sokoré aux revendications. Mais ça veut dire que, comme nous l'avions dit dans notre avant-dernière parution, peut-être on entend les injonctions de Paris et de Washington pour lever le siège sur ces villes-là. Et voilà, on nous donne raison. On donne raison que c'est les Syriens qui nous fait plier depuis le 19 août. Hein? Et bon, mais maintenant, moi, quand sur votre antenne ici, on avait parlé, on avait critiqué les propos de Fort Gnassingbé à T-Média, ben, amis, proches, on nous a critiqué avec les pires, avec les pires mots. Non, attends, excuse-moi, mais nous sommes des militants du parti politique qui s'appelle Vérité. Oui, non, c'est ça. Notre parti, c'est ça. Vérité, évidence. Hein, c'est clair. Que la vérité, c'est l'évidence. Tu prends le chemin de la vérité, mais le Christ l'a dit. Je suis le chemin de la vérité, la vie. Tu dis la vérité, même si ça n'arrange pas les gens, au moins tu sais que tu as la conscience tranquille. Voilà. Aujourd'hui, on a levé le siège sur Sokoré, mais on a omis un service à moitié. Il faut que le chef d'État aille également de l'avant, enfin plus loin, et présente des excuses. Service après-vente. En vrai père de famille, il faut qu'il présente des excuses et dise que ceux qui ont commis ces bavures-là, on va également les punir, comme ceux qui ont enlevé la vie à ces quand vous envoyez, ce que vous venez de dire, quand vous envoyez ou vous confiez une mission à quelqu'un qui remplit proprement la mission, est-ce qu'il faut encore le punir? Mais pourquoi pas, justement, quand il a accompli la mission, à moins que c'est vous-même qui l'avez demandé. Bon, je comprends un peu votre question. Peut-être on leur a demandé de faire ces barbaries-là. Peut-être on leur a demandé de faire ça. Mais en tant qu'institution, en tant que père de famille, mais il faut prendre des décisions transversales, des décisions impersonnelles. C'est ça. Alors, dans le communiqué que le gouvernement a publié hier, on pourra lire que faisant suite donc à l'entretien avec les chefs cantons de Tchaoudjo, les imams de la localité, les femmes, les jeunes et les cadres de la préfecture, eh bien, à cet entretien donc, qui a porté donc, sur les mesures à prendre pour une meilleure normalisation des activités dans la ville de Sokodé,
après le renforcement du dispositif sécuritaire mis en place suite donc aux violences occasionnées par les manifestants de la coalition des 14 partis politiques d'opposition, violences qui se sont donc soldées par des pertes en vies humaines, de civils et de militaires. Le gouvernement prend à compter de ce jour les mesures d'allègement ci-après. Retrait des forces de défense installées à Sokolé. Mise en place du plan Sentinelle comme à Lomé pour renforcer la surveillance des lieux publics et sécuriser les marchés. Ces mesures d'apaisement viennent compléter la liste de celles qui ont été déjà prises par le gouvernement le 6 novembre dernier, notamment la remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées par diverses juridictions dans le cadre des manifestations violentes qui se sont déroulées depuis le 19 août dernier. Fiakoulou, quel est votre commentaire sur ces mesures d'allègement, beaucoup plus, où le gouvernement informe qu'il demande le retrait des forces de défense installées à Sokolé? Oui, mon commentaire est le suivant. Nous avons dit dans ce studio qu'on ne sait pas qui a envoyé la force de défense et de sécurité pour mater la population de Sokolé. Et de Bafilo aussi. Et de Bafilo aussi. Aujourd'hui, le gouvernement prend un communiqué pour demander le retrait de ces forces et de maintenir l'opération Sentinelle. Je peux dire que c'est une bonne chose parce que Sokolé étant une ville de l'intérieur, cette ville ne peut pas rester assiégée jusqu'à ce jour. Je peux dire que le déplacement du chef de Fogna-Singbe vers cette localité, la Matessi pour la ferme agricole égypto-togolais, l'a poussé à faire cette visite inopinée vers Sokolé et la rencontre. Je peux dire aujourd'hui que cette rencontre a porté son fruit. Son fruit parce que les imams et les autochtones de la avant, excusez-moi, mais avant même la visite de Fogna-Singbe dans la région septentrionale, on nous a renseigné qu'il y a des armes qui sont en circulation dans la zone de Sokolé, et ce qui a même amené à interdire toute manifestation publique. Alors, quand Fogna-Singbe s'est rendu là-bas, on a compris que la sécurité est revenue dans la vie de Sokolé, que les armes seraient peut-être retrouvées déjà. Non, le problème n'est pas comme ça. Quand le chef de l'État veut se rendre dans une localité, on prend toutes les mesures. On prend toutes les mesures nécessaires pour sa sécurité et la sécurité de la population. Il s'agit du chef de l'État. Il s'agit du chef de l'État. La sécurité du chef de l'État n'est pas la sécurité d'un directeur de cabinet ou d'un ministre. Encore moins d'un manifestant. À moins d'un manifestant. C'est pourquoi je dis ici et maintenant que c'est une bonne et sage décision, le retrait des forces de défense de Sokolé. Et je pense qu'avec regret, que cette ville va reprendre ses activités normales. On espère que les manifestations vont reprendre également. Oui, si aujourd'hui, la conséquence immédiate est celle-ci. La marche aura lieu certainement là-bas. Si on lève le siège de Sokolé, on doit en principe laisser l'opposition faire ses marches. Oui, c'est la conséquence. C'est la conséquence immédiate, selon moi. Ambrose Ponjo. Oui, d'abord, je me suis posé plusieurs questions par rapport à cette visite inopinée du chef de l'État à Sokolé. Tout d'abord, c'est comme si le monsieur était au courant de tout ce qui s'est passé là-bas et il n'a pas réagi. Est-ce qu'il ne peut pas être au courant? Il salue le chef de l'État. Voilà. On veut souvent comprendre qu'il n'est pas au courant, on va investiguer, tout ça là. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est la rapidité avec laquelle ces infrastructures publiques ont été détruites. C'est-à-dire dans moins de 2 heures, tout cela a été mis à sac. Ça sent du roussi. C'est roussi, vous appelez, non? Oui, c'est du roussi. Voilà. C'est le français. Ça sent du roussi. Oui. Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de choses inclaires là-bas. C'est-à-dire que c'est trop inclair. Voilà. De deux. Fogna-Singbe. Ne nous blaguez pas. Fogna-Singbe a programmé aller à Sokolé. Ces histoires de Paratao, tout ça là, et la Matessi, tout ça, c'est juste qu'un paravent. La visite même, c'est Sokolé. C'est-à-dire créer un bain de foule
Vous savez comment les gens, les bonnes femmes là, ont crié. Nous allons revenir sur ça dans notre prochaine parution en disant tout simplement que. Et moi, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas un chef d'État, on n'a pas un président dans le pays. Hein. Non, le débat n'est pas à ce niveau, excusez-moi, Ambroise Pondio. Le débat est à ce niveau le parce débat, que c'est au niveau jusqu'au jour de la d'aujourd'hui, levée d'état de siège. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'a pas encore parlé à son peuple. Faure Gnassingbé a parlé à Uni, à Tchévier. Faure Gnassingbé a parlé à qui encore? Aux militaires à Témédia. Tout ce qui se depuis plus de 3 mois, il n'a pas parlé. Et il parle régulièrement sur son compte Twitter aussi. Si on vous raconte l'histoire de ce qui s'est passé à Sokodé, on dirait que nous sommes en guerre. Aucun fils de Sokodé, d'après nos investigations, n'a pris des armes pour tirer sur qui que ce soit. Pour qu'on amène des militaires bérets rouges, tout ce monde-là a venu assiéger. Les gens ont fui, ils sont allés dans les brousses. D'aucuns sont allés dans les arbres. Et quand vous sillonnez la ville, plusieurs témoignages ont concouru en disant que vous allez voir des femmes, une femme qui est là à 100 mètres, l'autre peut-être à 300 mètres. Plus de jeunes hommes dans la ville. Et ça là, un président ne s'est pas excusé pour ça. Il vient après nous dire que maintenant que les militaires passent. Ça veut dire qu'il savait que les militaires sont arrivés pour mater les gens. Maintenant, quand on nous parle de sentinelles, comment cette histoire de sentinelle va se jouer? On le voit déjà à Lomé. On le voit à Lomé. Oui, si. Donc, est-ce que ça veut dire que les marches sont autorisées désormais? Fioclou évoquait la conclusion qui découle de ça. Parce que nous sommes dans un régime de déclaration. Parce que là, nous sommes dans un régime de déclaration, pas un régime d'autorisation. La manière dont ils ont contingenté la ville, comme nous sommes en Corée du Nord, ou nous sommes dans une ville comme dans un pays comme la Birmanie, moi, ça me choque. Et ces images-là ont sillonné tous les pays du monde. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est peine perdue. Nos amis avaient pensé que les choses devaient ralentir pour qu'ils reprennent la mer. Mais aujourd'hui, ils seront étonnés encore de voir des gens dans la rue à se coller, à Bafilo. Pour nous dire que ces projets-là qu'il est allé inaugurer, ces projets-là n'étaient pas programmés depuis longtemps. C'est en cette période-là que ces programmes-là ont été projetés ou programmés pour qu'il aille faire une inauguration. Ça veut dire que ce qui me choque, c'est que Faure Gnassingbé ne fonctionne pas comme d'autres chefs d'État que je connais dans la sous-région. Les gens ont crié pour un référendum au Mali. 2 semaines après, le président a fait un discours, il a arrêté ça. Mais ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas un président qui écoute son peuple. Donc, ma foi... Un président qui écoute son peuple fait quoi? Un président qui écoute son peuple, qui est conscient d'être élu par son peuple, réagit par rapport au désidératat du peuple. Il ne l'a jamais fait. Si c'est 10 personnes, vous imaginez que même des villes qui n'ont jamais marché, à Zaou, à Nero, ont marché. Toutes les villes ont marché. Tabligbo, tout ça. Si c'est 2 personnes par ville, déjà c'est un problème. On a comme l'impression qu'on banalise les marches. Cette fois-ci, ce ne sont pas les marches qui se faisaient. Ici, c'est des marches qui ont gagné toutes les villes et l'extérieur du Togo. Mais il n'a qu'à prendre la mesure de la chose, tirer les conséquences. Bien. Messieurs, merci beaucoup. Je vais passer à un dernier sujet. Oui, mais allez-y. Non, c'est par rapport à Sokodé. Il faut dire que M. Faure Gnassingbé a changé sa façon de gouverner le pays, c'est-à-dire il va à l'encontre de la population. Nous avons toujours dit qu'il a été bunkérisé par la minorité pieuse et maintenant il comprend que cette minorité l'avait pris en otage. Il faut maintenant aller directement vers le peuple parce que c'est le peuple qui l'a voté. Ce sont les populations qui l'ont voté. Les populations ont fondé espoir en lui. Ils veulent voir certaines choses. La façon dont le pays sera gouverné, je pense que maintenant Faure a compris, il va au contact de cette population pour créer une certaine proximité. Je pense que si il continue cela, et ça peut amener quand même à comprendre certains problèmes qui s'opposent à cette population et pouvoir y trouver des solutions pour relancer notre pays. Mais au-delà de ça aussi, il faut voir ce que Sokodé a enduré. Est-ce que cette population de Sokodé est prête à revenir, à revenir, c'est-à-dire à aimer encore la formation politique
du chef de l'État. Donc voilà un travail qui sera vraiment très ardu sur le terrain pour M. Atchadédi. Son simple sourire ne va pas ramener les gens à aimer unir rapidement là-bas, mais son sourire légendaire ne va pas. Il y a aussi Agadassi. Il doit mettre du sien, il doit faire un travail de reconquête et de remobilisation de la population de Tchaoudjo autour de unir. C'est un combat que je vois très ardu. Et s'il prend son sourire légendaire, comme le disait Joël, et ajoute certaines actions de proximité et de charme, je pense que peut-être il pourra relever le défi. Et surtout, il faut qu'il n'oublie pas que il y a quand même toujours des gourous là-bas et qui peuvent lui rendre la tâche très difficile, mais c'est un homme de principe, c'est un stratège. Je pense qu'il saura trouver la panacée qu'il faut pour refaire vivre, unir à Tchaoudjo. Avoir la foule à Sokone lors de son passage là-bas le samedi dernier, je peux répondre à Tcha en disant que ce n'est pas la grande messe, mais il y a quand même une foule. D'accord. Juste avant peut-être le dernier sujet que je projette, qu'on en débatte, vous avez parlé mercredi dernier, Joël, des forces armées togolaises. Ce débat, on l'a mené la semaine dernière jusqu'à hier à peu près. Est-ce que l'armée togolaise est-elle loyaliste ou républicaine? Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on comprend par républicaine et loyaliste? Non, mais attendez. Il a traité du sujet. Laissez-moi. Il a traité du sujet. On perd des secondes. L'armée républicaine, c'est l'obligation que la Constitution le fait. Maintenant, loyaliste, bon, ça dépend de tout ce qu'il met dans loyaliste, parce que loyaliste, c'est un terme qui vient souvent quand la nation est fissurée. Quand la nation est fissurée et vous prenez faire cause pour celui que vous estimez représenter la loi. Et c'est un terme qu'on utilise souvent quand il y a des guerres civiles. Et nous remarquons que dans le langage que ceux qui parlent au nom de cette armée-là utilisent aujourd'hui, ils n'utilisent plus le terme loyaliste. Et bien ça veut dire que quoi? Que comme un de leurs porte-parole, un des porte-parole du pouvoir l'a dit, si jamais ça brûle, nous allons choisir celui qui en notre sens représente la loi. C'est ça. Ça dit que c'est ça. Et c'est un terme qui doit faire frémir. Mais comme l'a dit le professeur Wolu dans son appel lancé à la droite de l'armée, l'article 21 d'abord leur fait obligation de ne pas exécuter un ordre quand on leur demande de faire des bavures, parce que l'article 21 dit clairement que vous serez poursuivi même si vous l'avez fait sous l'ordre de quelqu'un. C'est-à-dire que la responsabilité civile ne vous protège plus. On vous poursuit individuellement. Et à plus forte raison que l'article 58 même parle c'est également de leur obligation d'œuvrer à l'unité nationale. Mais je peux toujours dans son message, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire dernièrement. Je peux toujours dans son message, ils ont des neveux et autres. Moi, on l'avait dit sur cette antenne. Le petit là, que Fort a choisi de qualifier, d'appeler par le pronom démonstratif ce. Il a dit ce petit. Mais le petit là, quand on remonte bien, il a un oncle qui fait partie des hommes entrayés. Et ce petit là également qui était tué à Mango, il a forcément un cousin qui est dans l'armée. Donc aujourd'hui, quand on veut présenter l'armée comme étant plus loyaliste que républicain, je dis, il faut que chaque homme entraîné se demande en fait, qu'est-ce que je dois être? Je dois être loyaliste ou bien je dois être plutôt républicain? Bien. Et voilà ce que nous avons publié qui a mis mal à l'aise certains. Oui, ça a mis mal à l'aise certains. On espère que les esprits vont se calmer. Alors, le dernier sujet, c'est par rapport donc à la route Lomé-Vaughan-Anfoin. Le gouvernement togolais a jugé bon de faire voter la loi de finances rectificative. Et au terme de cette loi, nous remarquons que le gouvernement togolais mettra de nouveau l'argent des contribuables dans la construction de la voie Lomé-Vaughan-Anfoin, sans qu'on ne nous dise les responsables
du gaspillage de 26 milliards de francs CFA qu'on a déjà injecté dans la construction de cette infrastructure routière. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui? Fioclou? Oui, il est vrai que le marché des travaux de la voie Saint-Joseph-Vaughan devait être fait par SECO et BTP et dans les normes dans l'espace de 2 ou 3 ans. Malheureusement, plus de 4 ou 5 ans, cette voie n'a pas été faite. Oui, vous savez ce qui est arrivé. On a débloqué 26 milliards sur les 36 et la portion de route qui devait être faite n'a pas été faite. Et au cours d'un contrôle de routine, parce que l'entrepreneur demandait le dernier décaissement de 10 milliards. Et c'est là où le ministre de l'économie et des finances d'alors, M. Ayassor, a refusé à la banque d'Amon parce que c'est un préfinancement. D'Amon manque de débloquer les 10 milliards restants. Et c'est ce qui a mené la cessation des travaux. Ou l'arrêt. Ou l'arrêt des travaux, où il est clair aujourd'hui que l'entreprise à qui on a confié les travaux n'a pas respecté les normes. Et d'après le dossier, moi, j'ai dit et je dis toujours que c'est la faute à celui ou bien à ceux qui ont attribué le marché à celui-là, parce que dans les appels d'offres, à part les offres financières, il y a les offres techniques. Et c'est les offres techniques qui déterminent les matériels en disposition pour effectuer les travaux en question. Or, tel n'a pas été le cas, parce qu'il a été dit à l'Assemblée nationale que les fonds ont servi à acheter les matériels pour les travaux, ce qui n'est pas normal. Alors aujourd'hui, on va réinjecter l'argent dans la construction de cette infrastructure routière. Oui, moi je peux répondre à ça pour la dernière question en disant que si on remet l'argent du contribuable dans les mains de cette entreprise chinoise, moi je pense que les travaux iront à terme. Et ça va dans l'intérêt du pays. Oui, ça, ce n'est pas encore un problème. Donc, oui, ce n'est pas un problème. Ça fait plusieurs milliards qu'on a injectés pour la construction d'une route. C'est pourquoi j'ai dit très tôt que la route Lomé-Vaughan est une route politique. Parce que tous les arguments qu'on nous sert pour justifier l'arrêt des travaux ou bien la lenteur sur ce tronçon, c'était des arguments qui ne tenaient pas la route. Tantôt, on nous fait savoir que l'argent a été débloqué et que c'est l'entreprise a utilisé cet argent pour aller acheter de matériel. Monsieur Fioclou nous disait que dans la constitution même du dossier d'appel d'offres, il y a l'offre technique qu'on présente et c'est au vu de cette offre technique qu'on vous attribue le marché. Donc voilà, cet argument ne tient pas. Le deuxième argument, on nous a dit que c'était le ministre Nyofam même qui l'a dit, que les travaux ont commencé et ils ont remarqué qu'il n'y avait pas d'exutoire. Ils n'ont pas prévu d'exutoire sur le tronçon, sur le chantier. Et donc, ils se sont dit non, il faut arrêter. Et que dans moins de 4 mois, c'est ce qu'ils avaient dit aux députés, la route sera faite. Nous étions là jusqu'à décembre, la route n'a pas été faite. Ça voudrait dire que ça aussi, c'est tombé. Après, on nous dit qu'on a amené des Chinois, que les Chinois vont faire un très bon travail. Et que ça a été lancé. Et à l'époque, un de nos confrères disait que quelqu'un a porté les lunettes noires. Il était sur le chantier. Que quand vous voyez, vous êtes en face de quelqu'un qui porte les lunettes noires, pendant que vous êtes en train de travailler sérieusement, il faut savoir que la personne n'est pas fiable. Après. Et effectivement, la personne n'a pas été fiable parce que la route n'a pas évolué. Et aujourd'hui, on nous dit encore qu'on va injecter de l'argent là-bas. Vous comprenez combien de fois on injecte des milliards sur cette route qui n'aboutit pas? Sur la même route. Sur la même route. Et ça n'aboutit pas. Donc voilà ce que je dénonce toujours dans ce pays. La malgouvernance, le problème de la corruption. C'est ça qui nous crée des problèmes dans ce pays. Je pense que si le président Faure Gnassingbé décide aujourd'hui d'aller dans le sens de la traque de ces kleptomanes, de ces voleurs de la République, les choses vont évoluer dans ce pays. Chacun trouvera vraiment gain de cause de la gestion de notre patrimoine commun. Je pense que c'est ça. C'est la lutte contre la corruption. Et M. Faure Gnassingbé, je pense que pour reconquérir le cœur des Togolais, il doit aller dans ce sens. Parce que les gens ont pillé l'argent du pays, que ça fait du mal à la population. La petite route là qu'on devait faire, qui devait desservir Vaughan et peut-être booster les activités économiques, on a encore pillé les choses et
c'est mis à genoux. Mais ça ne va pas là-bas. Et dans d'autres villes, c'est pareil. Il y a eu des projets pour pouvoir booster l'activité agricole. Les gens ont pillé, ça fait que les paysans sont restés, des fois même sans engrais, des fois même ils sont là-bas, on dit il y a des intrants. Bon oui, sans intrants. On a dit même qu'il y avait des QXSTAT, c'est-à-dire des semences améliorées qu'on devait donner, et des paquets qu'on devait donner aux paysans pour pouvoir lutter contre la pauvreté et autres. Mais nous avons été surpris, il y a des préfets même qui ont pris ça. Vous comprenez? Pour faire quoi avec? Mais pour lancer leur agriculture, un préfet a besoin de ça. Allez fouiller, c'est des énormités qui se passent dans ce pays. Il faudrait que M. Forestier tape du poing sur la table pour arrêter cette corruption, parce que ça nous fait trop du mal dans ce pays. Non, lui-même il est dedans. Non, mais qui va taper? Comment lui-même il est dedans? Mais qui est le chef de la gouvernance au Togo? C'est lui. Mais ça fait combien d'années il est au pouvoir? Ça fait 12 ans, plus de 12 ans. Mais est-ce qu'il n'est pas au courant que tout cela se passe? Il ne l'a pas dit dans un discours. Non, il a parlé de la minorité. Il est au-dessus de la. Non, il voudrait dénoncer cette minorité. Je pense que maintenant, le moment est venu pour qu'il tape la compréhension. La compréhension que moi j'ai de la bonne gouvernance au Togo, c'est de piller les ressources de l'État. Non, ça c'est pas une. C'est-à-dire une bonne gouvernance. Pour ceux qui gouvernent, c'est-à-dire c'est de se proposer à gérer un projet et de piller le maximum. Donc je vous dis aujourd'hui que ils ont fini. On parle de la route, hein. Je parle de route. D'accord. Ils n'ont plus rien à donner là. Ceux-là qui sont au commande de Togo là, ils n'ont plus rien à donner. Les preuves sont là. Les ministres sont là. On les a lynchés pratiquement verbalement. Ils sont toujours là. On ne les a jamais délogés. Et les Français qui sont là pour le nuire là-bas. Ils sont toujours là. Les non-femmes, ils sont nombreux là-bas. Oui, d'accord. Les gens ont cité des noms. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a envoyés à la justice. Comme quoi, on parle de Lomé enfant Vogan. Aujourd'hui, les réalités sont là. Les 30 milliards qu'on avait dit au départ. 26 milliards. 26 milliards plutôt. Où se trouve l'argent là? À qui va rendre les comptes? On n'a rien dit à personne. Le fonds chinois. Il faut rendre les comptes. On a dit que les Chinois aussi devaient venir avec Exim Bank. Les gens traînent des cuisines derrière. On refuse qu'ils rendent des comptes. Mais on ne peut pas gouverner un pays comme ça. Ils sont à terme, ils n'ont qu'à partir, c'est tout. Non, non. On n'est pas là pour dire qui de partir ou de pas partir, Ambroise. Je suis vraiment désolé. C'est pas ça notre boulot. Excusez-moi, non, attendez. C'est notre boulot aussi. Parce que quand on est un journaliste, qui a quelque chose qui ne va pas, on analyse. Qui dit on analyse, mais on propose. Oui. C'est ça. Il faut les faire partir. Non, la proposition, c'est de lutter contre la corruption. C'est ce que nous faisons. D'accord. Joël, les gars. C'est ce que nous faisons. Quel pays, dans quel pays nous sommes? On se calme, excusez-moi. Nous sommes au Togo. Petit rectangle. Je pense que. Joël, les gars, maintenant. Non, je pense que. Tout ce que les confrères ont dit ici se résume en un seul mot, la culture de la redevabilité. La redevabilité, est-ce qu'aujourd'hui, dans le système de gouvernance, dans notre système politique, qu'est-ce qu'on a fait de la redevabilité? On parle des élections locales, personne ne s'en occupe, mais quand vous prenez même les structures de gestion des projets à la base, quand on parle des CDQ, quand on parle des comités villageois de développement, oui. Là, ils rendent compte à qui? À personne. Mais je pense que c'est Faure Gnassingbé, quoique il ait redonné le souffle, enfin économiquement, il a redonné un peu le souffle au pays, mais en même temps, il a détruit ces efforts-là en refusant de demander des comptes. En refusant de demander des comptes, moi je parle toujours. Donc en ne rendant pas compte aux populations. Je prends toujours le cas de père de famille. C'est que ce père de famille là où tu injectes de l'argent, aller faire telle mission, aller faire ceci. Les enfants reviennent, ils ne te rendent pas compte et tu ne dis rien. Au même moment, tu te lèves un matin, tu dis non, tu sais qu'il y a un groupuscule qui pense l'économie du pays, qui se sucre, et tu n'as pas le courage de les identifier. Mais c'est qui ce leader-là? Aujourd'hui, on parle de 22 milliardaires que le Togo compte. Et lui-même, il a créé ces milliardaires qui, aujourd'hui encore, sont en train de tirer les ficelles pour qu'ils quittent le pouvoir parce que les gens veulent être à l'aise de dépenser leurs milliards. Ah oui? Vous avez des informations du genre que c'est l'entourage de Faure Gnassingbé qui finance les luttes politiques, finalement? Mais nous là, Eric, c'est sur tes antennes que nous avions expliqué une fois quand nous avons titré. Oui, ça c'était des soupçons. Quand nous avions titré, non, c'était pas des soupçons, nous avons dit que Faure est mal conseillé et nous avons donné les éléments. C'est-à-dire qu'on l'a poussé. On l'a poussé dans le trou, clairement. Les scénarios d'Awanana qui a fait la tournée, etc. Mais il y a eu tellement d'éléments. C'est-à-dire que la crise que nous vivons aujourd'hui a eu des causes lointaines. Ça a été fomenté depuis. Même quand
on leur a demandé de faire jouer le rôle à l'ANC pour ne pas adopter le réforme en 2014. Tout cela se participe. Quand il est allé à truc, vous croyez que le journaliste là s'est approché de lui comme ça en janvier, au CDA Dakar? Non, mais ça veut dire que son mal vient de son entourage, son mal vient de son manque de leadership. Cette incapacité à dire non. C'est ça. Cette incapacité à dégommer celui à qui tu as confié. Mais il y a des amis de Fonya Singbe dans le gouvernement. Et notamment, on les a enlevés. Pourquoi on les a enlevés? Juste parce qu'il a confié les sous. Mais les gens se sont dit, ok, comme c'est un monsieur, il est complaisant, il ne demande pas, il ne tape pas du poing sur la table. Les gens ont mis l'argent par devers eux. Et la seule chose qu'il a trouvé, c'est de les enlever sans leur demander, mais ramener l'argent ou bien venez rendre compte. Mais quand vous le cautionnez, moi je dis, il a détruit quelque part le pays parce qu'il n'a pas réussi à construire des valeurs. Quand vous construisez la richesse, vous construisez les valeurs à côté pour que les gens fassent une bonne gestion de l'argent. Pour un père de famille, vous avez beau réaliser un empire pour vos enfants, vous ne leur dotez pas de valeurs, mais ne soyez pas étonnés que de votre vivant, tout c'est cool. Il y a une commission qui a mis en place. Oui, mais la commission a mis combien de temps pour le mettre en place? Vous avez vu le nombre de mois qui a séparé, qui a décalé entre la prise de ce décret-là, de Conseil des ministres, en 2015, pour mettre en place maintenant la commission. La commission fait quoi jusqu'ici? Bon, la commission fait quoi jusqu'ici? Oui. Mais c'est aussi ça. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas prêt à quitter le pouvoir, vous ne mettez pas dans votre esprit l'éventualité de quitter le pouvoir, vous êtes obligé de cautionner les voix, ces faits-là. Bien. Non, je ne vois pas la chose. Je ne vois pas la chose de la soirée. On a 2 minutes. Faut que 1 minute à 1 minute. Il faut reconnaître que certains que le président Faure a responsabilisés ne l'ont pas servi et n'ont pas du coup servi le peuple. Ils se sont montrés. Ils se sont servis. Je peux dire qu'ils se sont servis et ont posé des actes trop négatifs. Bien. Oui, moi je disais que l'analyse que faisait mon confrère Joël, c'est vrai que le chef de l'État n'a pas tapé du poing sur la table à temps. Mais quand vous analysez un peu ces faits, il voudrait avoir un arsenal juridique avant de procéder vraiment à la traque de ces kleptomates et de ces voleurs. Parce que il y a eu, par le passé, il y a eu certains de ces collaborateurs qu'on a débarqués. Et les gens ont pensé à un règlement de compte et les gens ont amené le problème sur le chemin politique. Attends pour un instant. Du temps derrière, il y avait l'arsenal juridique, c'est quoi? C'est le nouveau code pénal qui intègre les nouvelles façons de détournement, qui intègre aussi la corruption comme un délit. Dans le nouveau code pénal. Donc il fallait cet instrument juridique d'abord, mettre en place la commission anticorruption, ce qu'il a fait maintenant. Et je pense que maintenant il a les éléments nécessaires pour pouvoir traquer ces pilleurs de la République. Non, ça se fait avec méthode. On ne se lève pas du jour au lendemain pour arrêter quelqu'un. Il y a ce que nous appelons l'audit qui doit être conduit. Il y a les investigations qui seront faites. Et vous savez qu'en matière d'enquête, ça prend un peu du temps. Mais je pense qu'il le fera. Et à partir de 2018, j'ai bonne foi que les têtes vont tomber et on sera surpris. Et il y a des choses qui se font aussi. Il y a des choses qui Merci beaucoup. À demain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.